bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Son parcours révèle tout à la fois un penseur et un guerrier hors norme qui force le respect et l'admiration de tous. Il force le respect et l'admiration même de ses ennemis. Un fondateur, un précurseur, un humaniste et un homme de paix. Ce sont là quelques qualités qui l'ont honoré hier et qui le consacrent aujourd'hui. C'est pourquoi l'émir Abdelkader survivra ad vitam aeternam dans la pensée des Algériens, dans le respect des peuples, de tous les peuples, comme l'a si bien écrit Kamel Bouchamad dans son livre L'émir Abdelkader et les siens, l'ultime étape au Levant. Monsieur Kamel Bouchamad, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci. Nous avons déjà consacré 2 émissions à l'émir Abdelkader. La première, elle portait sur sa résistance. La deuxième, oui, sur l'exil. Aujourd'hui, nous allons essayer de revenir sur l'héritage de l'émir Abdelkader. L'héritage sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan économique, sur tous les plans de la vie. Nous avons terminé la dernière émission sur l'émir, sur son retour en Algérie. Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur la portée, le retour de l'émir en 1966 en Algérie? Absolument, oui, merci. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Vous avez débuté en disant que l'émir a laissé un grand héritage. Effectivement, l'émir a laissé un grand héritage, et cela à cause d'une vie très florissante qu'il a eue, tant dans sa première vie en Algérie et ensuite dans sa déportation, que dans sa deuxième vie quand il a vécu au pays du Levant. Donc je disais une vie très mouvementée, très florissante, et nécessairement qu'il a laissé un bel héritage. C'est vrai, oui, il est revenu dans son pays le 6 juillet 1966, 83 ans après sa mort. Il est mort en 1883 à Damas. Il a été enterré auprès de son maître spirituel, Mouhidine ibn Arabi. Évidemment, là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé, disant pourquoi cet émir qui était bien là où il était, à côté de son maître spirituel, pourquoi l'a-t-on dérangé? Ils ont utilisé ce terme. Pourquoi l'a-t-on dérangé? Et on l'a rapatrié à Alger. On a exhumé son corps et puis on est venu pour l'enterrer une autre fois à Alger. Ben, vous savez, là vous me donnez l'occasion pour m'expliquer, parce qu'il y a trop de zones d'ombre en ce qui concerne l'émir Abdelkader. Et quand il y a cette ombre, évidemment on spécule, on dit du n'importe quoi. L'émir Abdelkader a dit de son vivant. Et moi j'ai eu cette information de la part de ses petits-enfants, de la part de sa famille. Et dans sa famille, il y a eu des érudits, de grands érudits, notamment la regrettée princesse Amel, la princesse Badia aussi, qui est encore en vie, les autres enfants de l'émir Abdelkader, qui m'ont affirmé que l'émir a dit ceci: je reviendrai à mon pays, brandissant le sabre, c'est-à-dire le moyen de la lutte, pour lutter encore, ou bien dans un cercueil. Le destin a voulu à ce qu'il revienne dans un cercueil. Et cela c'est pour ça que l'État algérien, pendant ce temps-là, en ce moment, juste après le 19 juin, en 1966, le président et le Conseil de la Révolution... C'est-à-dire, à l'époque, le président Boumedienne n'a fait qu'exaucer un vieux vœu de l'émir Abdelkader. Absolument, bien sûr. Parce que ces informations ne sont pas restées à Damas.
ces informations venaient à Alger. Il y a eu des allées-venues, il y a eu des délégations qui partaient, qui revenaient. Et ensuite, même avec les Syriens, il a vécu 30 ans. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, décider de ramener un corps sans, ne serait-ce que par civilité, ne serait-ce que par politesse, de demander l'accord, de demander également non seulement l'accord, mais aussi l'aide des Syriens. Alors là, il a été exhumé, il a été réexhumé. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose parce que une fois j'avais assisté à un colloque international au cercle militaire de Beni Msous. Puis il y avait des gens qui parlaient. Il y avait des gens qui parlaient, et notamment des sommités en histoire. Ce qui m'a déplu, c'est parce que quelqu'un parmi eux a dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'on a rapporté? On a rapporté peut-être des pierres dans son cercueil. » Et alors moi qui suis au fait de la question... Ouais. La question. Le mufti de la République de Syrie est descendu dans sa tombe avec son neveu qui vient de décéder il y a 2 ans. Oui, il est décédé il y a 2 ans. Il était jeune à ce moment-là. Et ils sont descendus dans la tombe, ils ont trouvé un corps entier. Je dis bien alors à ceux qui veulent m'écouter, au cours de cette émission, ils ont trouvé un corps entier, le squelette entier. C'est quand ils l'ont soulevé qu'il a commencé à craqueler un peu comme ça, mais en tout cas, le corps de l'émir est revenu entier dans son pays. Ce qui a fait dire au neveu de l'émir, au petit-fils de l'émir, il m'a dit que le mufti de Damas, le mufti de la République, s'est évanoui. Moi j'ai pris cette information. Puis j'ai essayé de voir, est-ce que le mufti qui était à Damas, pendant que j'étais là-bas en poste, c'était bien lui. Vous étiez ambassadeur oui, effectivement, à Damas. Oui, j'étais ambassadeur. Effectivement, c'était bien lui. Lui, il débutait, il avait à peine 3 ans ou 4 ans qu'il a été nommé mufti de la République. Puis j'ai été le voir, il m'a dit, oui mon fils, c'est moi. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis évanoui parce que c'est un signe de saint homme. C'est un signe de saint homme. قال لي هكذا en arabe, هذه علامة أو كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين. D'ailleurs, vous l'avez écrit dans votre livre. L'émir doit être... Moi, je n'ai fait que rapporter, ce que j'ai entendu, ce que j'ai constaté. Et donc, ça a été un signe de sainteté de ce monsieur. Donc, il est revenu au pays. Et l'on démontre que les foules de toute l'Algérie qui se sont déplacées à Alger pour assister à ces grandes funérailles. Et tout le monde de la politique, les historiens qui étaient là, les étrangers. C'était un moment solennel et historique. Un moment solennel, historique, le 6 juillet 1966, quand ils ont enterré l'émir Abdelkader chez lui. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-il revenu? Parce que beaucoup de gens, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je dois dire maintenant, l'émir ne pouvait pas rester là-bas. L'émir a combattu 17 ans, les forces coloniales. 17 ans plus les autres années où il a été déporté. À Toulon, il a été trahi par les Français d'ailleurs, à Toulon, ensuite à Pau, enfin à Toulon, où est-ce qu'il était? Il n'était pas dans un château. Exactement. Il était au Fort Lamalgue. Fort Lamalgue, c'est une grande prison. Ensuite, il a été transféré à Pau, dans un château, oui, mais enfin, le château, on en parlera par la suite, enfin, j'en parle dans mon livre. Et puis, après Pau, il est parti à Amboise. Et à Amboise, c'était pas dans la partie château, il était dans les dépendances d'Amboise. On démontre que le nombre de décès... Avant d'évoquer ce passage par Amboise, j'aimerais revenir avec vous, nous expliquer la fin de la résistance de l'émir Abdelkader. Absolument, je reviens. Qu'est-ce qui a fait que l'émir, à un certain moment, décide d'arrêter les combats, en 1847? Oui, donc laissez-moi encore dire une seule phrase. Pourquoi est-il revenu? Parce que c'était sa promesse au peuple, à son peuple de revenir. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Comment se fait-il
un monsieur comme lui, un saint homme comme lui, un érudit, un combattant, a-t-il décliné si vraiment il était l'ami de la France, comme on le dit, Oui. il a décliné l'offre de la France, le faisant roi, le roi de tous les Arabes. Il a dit non. Il a dit non. Les Syriens également lui ont proposé cela. Il a décliné, mais alors d'une autre manière pour les Syriens, en leur disant, écoutez, ça ne va pas, je ne peux pas être roi ici, valable en tant que roi, alors que je ne suis pas valable dans mon pays. Ouais. Que diraient les Algériens? Mais parce qu'il avait l'intention de revenir chez lui. Il avait l'intention de revenir chez lui, malgré les soi-disant traités qui ont été signés entre lui et les Français. Les Français ont trahi les traités qui ont été signés avec l'émir Abdelkader. Oui, A commencé par le traité quand il a été le premier déporté. traité avec des Michel, il a été déjà les premiers. Absolument. Oui. Et ça, vous savez, là, je tourne la page de ces histoires de traités et de je ne sais quoi. J'en parle pas parce que je laisse cette partie aux J'aimerais qu'on revienne sur nous expliquer donc pourquoi l'émir avait arrêté en 1847. Oui, ça c'est plus simple pour moi. Oui. Les autres histoires, c'est les historiens avec un grand H. Les historiens qui doivent en parler. Oui. Et ils doivent en parler. Nous ne devons pas laisser le terrain libre. Pourquoi a-t-il arrêté la guerre? Il a arrêté la guerre parce qu'il a été pris dans un étau. Il a été pris dans un grand étau. Alors, d'une part, il y avait les trahisons de certaines tribus, il faut le dire. Il faut le dire, pendant la révolution de novembre, il y a eu des traîtres. Oui. Il y a eu de la trahison aussi. Belounis, qui a bien commencé avec la révolution, il est parti de l'autre côté. Avec l'émir Abdelkader également. Il s'est retrouvé presque tout seul. Ensuite, il y a le voisin d'à côté. Il faut citer son nom. Moulay Abdelrahman. Oui. Moulay Abdelrahman qui a trahi pratiquement la cause de l'émir. Il avait décidé de le pourchasser. Oui, il l'a pourchassé. Il l'a pourchassé. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il avait mobilisé combien d'armées? Il a mobilisé une armée de 50 000 hommes. 50 000 hommes pour combattre l'émir. Pour combattre l'émir. Les 50 000 hommes qui étaient dirigés par ses neveux. Dans un régiment par son fils. Et alors là, l'émir avec ses 2000 soldats, entre fantassins et cavaliers, que pouvait-il faire? Et en face, il y avait un arsenal à peine croyable, l'arsenal des Français, 100 000 soldats armés jusqu'aux dents. Alors, il y avait dans l'espace d'alors, il y avait l'extermination du peuple algérien. Ouais. Il faudrait que les jeunes, moi je parle aux jeunes, je n'ai pas à polémiquer, je n'ai pas à répondre à qui que ce soit, je parle aux jeunes. Il faut qu'ils sachent que le peuple algérien allait vers l'extermination. L'extermination, il y a eu un peuple qui a été exterminé, c'est les Indiens, Indiens d'Amérique. Et alors, ce que l'émir Abdelkader n'a pas voulu faire, n'a pas voulu à ce que l'Algérie y arrive à cette situation. Donc il a dit, bon, moi je dois arrêter la guerre. À un certain moment, il fallait faire face au projet du jour. Oui, et l'émir, monsieur Arabe, l'émir a été émir plébiscité dans la plaine du Ris en tant qu'émir des croyants, c'est-à-dire celui qui guide le djihad. Et donc, Et donc il a guidé le djihad. Je déclare la guerre, mais je signe un traité de paix aussi, parce que je suis émir des croyants. Alors, j'ai dit pourquoi, et il a arrêté. Bon, et puis il a arrêté, mais dans l'intention de reprendre la lutte. Alors, trahi par ses voisins, trahi par les siens, et puis il sera trahi par les Français au lendemain. Donc, oui, bien sûr. Trahi par les Français, le premier acte de piraterie maritime, si on ose parler si on ose employer ce terme, ça a été le jour où Louis-Philippe lui-même, lui ayant donné la réplique après sa lettre,
et l'amène, comme on dit, c'est-à-dire la confiance. Il lui a donné sa confiance qu'il partirait soit à Alexandrie, soit à Akka, Saint-Jean d'Acre. Actuellement la Palestine occupée. Et puis voilà que le bateau l'Asmodée qui prend la mer, et il arrive où? Il arrive à Toulon. Alors à Toulon, bon, Toulon c'est la citadelle de Toulon, c'est le fort de Toulon, le fort Lamalgue ensuite, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, Pau et ensuite Amboise. Alors donc l'émir a été trahi. Et trahi par la France. Et la France a trahi aussi elle a commis l'autre piratage. La piraterie aérienne. Oui. Le 22 octobre 1956, oui. le premier détournement d'avion dans l'histoire du monde. Donc c'est l'histoire qui se répète. Oui, avec l'histoire la qui se répète. Et donc c'est pour cela que moi quand j'entends parler maintenant de ces traités que l'émir a signés et qu'il a été très large avec l'ennemi et qu'il a été... Vous savez, l'émir est un stratège, est un grand stratège. Est un grand stratège de guerre, même si de naissance, il est parti en tant que jeune ascète, en tant que jeune mystique. Mais il a appris sur le terrain à être un bon guerrier, à être un bon combattant. Et donc, je peux signer avec l'ennemi. Al-Harbu Qida'. C'est ça le problème. Oui. Al-Harbu Qida'. Et donc, il se préparait, l'émir se préparait à revenir chez lui. Alors, à Amboise, Oui. M. Bouchama, il va recevoir, donc, après donc une période très très dure, il va recevoir un invité de marque. Napoléon. Il va le recevoir en présence de sa mère, n'est-ce pas? Oui. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez nous revenir? Parce qu'il y a on a configuré, si vous voulez, cette rencontre entre l'émir et Napoléon à travers différents tableaux. Qu'en est-il exactement? Voyez-vous, c'est Hassan, j'aime bien ces petites questions comme ça. Oui. Et j'aime bien ces questions qui, en réalité, ne sont pas des petites questions. Ce sont de grandes questions qui répondent sans polémiquer toujours, Exactement. qui répondent à certaines conceptions qui sont erronées et qui jettent l'anathème sur un grand chef. En disant que voilà, la femme de l'émir qui se courbe devant Napoléon. Ce n'est pas sa femme, c'est sa mère, c'est sa maman. Et puis c'est un tableau de peinture. Ouais. Et le tableau est fait par quelqu'un, il est fait par un individu. C'est pas une photographie. Remarquez même la photographie. Maintenant, on peut avec les techniques, on peut la trafiquer. Mais ce n'était pas. C'était sa mère, et jamais sa mère ne s'est courbée devant Napoléon. C'est Napoléon, et je l'ai écrit, et je le redis à ceux qui veulent m'entendre. Napoléon, en rencontrant la maman de l'émir, a dit, la première fois, il s'est courbé, il lui a fait le baise-main, et il lui a demandé de lui faire une prière. Alors je l'ai écrit, aussi bien en français qu'en arabe. فقد قبل يدها وسألها الدعاء. Et il lui a demandé de lui faire une prière. Et c'était Napoléon qui s'est courbé a été devant marqué par la maman de l'émir. Devant la maman de l'émir. Et ensuite, Napoléon et tous les autres chefs à travers le monde, les chefs d'État, les empereurs, les je ne sais qui, les têtes couronnées, quand ils correspondaient avec l'émir Abdelkader, il lui demandait de transmettre leur salutation, leur respect, leur considération à sa sainte maman. Voilà. Ça c'est écrit. Ça c'est écrit. Et ça c'est l'histoire. On peut pas changer l'histoire. Vous savez, je reviens à autre chose. Ce tableau de peinture qu'il y a en France et qui montre la maman de l'émir arc-boutée comme ça devant Napoléon. Moi, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le Dey Hussein. Ouais. Le Dey Hussein qui avec son éventail, donne 2 coups ou 3 coups d'éventail au représentant de l'État français, le consul Deval. Eh bien, je vais vous raconter. L'éventail, c'est moi qui l'ai ramené de Damas. Oui.
L'éventail est là à Alger, je l'ai ramené à Damas. Mais ce n'est pas un éventail. C'est un chasse-mouche. C'est une symbolique. L'éventail n'est qu'un chasse-mouche. D'ailleurs, Deval, dans son rapport au roi Louis-Philippe, il lui dit le Dey énervé le Dey, excité, s'est levé et m'a donné 2 coups de son chasse-mouche, chasse-mouche, j'y arrive, et qui était dans sa main. Le Dey Hussein, en faisant son rapport à la sublime porte, il dit la même chose. Il a été tellement incorrect, tellement mauvais comme représentant d'un État, que je me suis levé et je lui ai donné 2 coups de mon chasse-mouche qui était dans mon auguste main. Ça, c'est le Dey Hussein dans son rapport. Et ça existe, les rapports sont là. Les rapports sont là, ils sont dans les archives en France. Que j'ai lu d'ailleurs dans des livres. D'ailleurs, la petite fille de Deval m'a contacté par le biais d'un journal, par le biais de l'Expression, parce que j'avais écrit, moi quand j'ai ramené, j'ai écrit comment j'ai ramené l'éventail. Elle a lu à travers le Hajj Google, et puis bon, alors elle a contacté l'Expression m'a contacté, on s'est parlé, je lui ai donné ses informations et je lui ai donné ses explications. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais pourquoi? Pourquoi je raconte ça? Je raconte ça pour dire que les Français ont anobli le geste. Parce que leur consul général, leur consul représentant du roi, giflé comme ça par un chasse-mouche, c'est-à-dire, moi le Dey, je lui dis, tu n'es qu'une mouche. Hein, alors, donc ils ont anobli le geste, voilà. Et là, pour essayer d'anoblir justement le geste de Napoléon et de rabaisser cette famille, on a fait ce tableau, bien sûr. On a fait ce tableau où on voit la mère de l'émir arc-boutée devant l'empereur Napoléon. Alors, on parle de sa mère. Nous allons essayer d'évoquer maintenant le parcours de ses enfants. Parce qu'il est question de l'héritage de l'émir. On commence par ses héritiers, ses enfants. Qui avaient un attachement particulier à l'Algérie, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Bien sûr, ces enfants, c'est Hassan, on fait la continuité de l'émir. D'ailleurs, c'est ça le titre de mon livre, L'ultime étape au Levant. L'émir Abdelkader et les siens. Et les siens. Les siens, c'est qui? Les siens, ce sont ses enfants, ses petits-enfants, et ensuite les siens aussi. Tous les Algériens qui sont restés là-bas et qui sont des grands érudits, qui sont des grands savants, qui ont beaucoup donné à cette région du Moyen-Orient et qui ont beaucoup donné, vous l'avez si bien dit, à leur pays, parce qu'ils ont eu une participation assez importante pendant la lutte de libération nationale. Et là, je donne tout ça, comme d'ailleurs leur participation à la guerre de Palestine, hein, à la révolution palestinienne. Alors, pour rester dans ce cadre-là, je ne vais pas tous les citer, c'est Hassan parce qu'ils sont nombreux. Je vais en citer les plus importants. D'abord, je vais citer Mouhyiddin. J'ai entendu dire dernièrement que l'émir Bachara Mokrani a demandé à l'émir de rentrer dans la bataille et que l'émir a refusé. Enfin, moi c'est un peu difficile. Hein, je ne peux pas digérer cela. Parce que son fils avait entamé. Je ne peux pas digérer cela parce que son fils Mouhyiddin, il a pris l'initiative en décembre. Il s'est préparé bien à l'avance. En décembre 1870. Il a travaillé avec Nasser Ben Chouhra, le révolutionnaire des Beni Larouat, qui était là-bas. Ils ont travaillé ensemble. Lui a envoyé des lettres à toutes les mosquées en Algérie, leur demandant de reprendre la révolution, de reprendre l'insurrection contre les Français. Il est rentré en Algérie le 3
le 3 janvier. Je dis bien à ceux qui veulent m'entendre, Mohiuddin est rentré le 3 janvier 1871. 1871. Il est rentré par la Tripolitaine, ensuite il vient des frontières. Il rentre par Ouedsouf. Ouedsouf, il monte à Tébessa. Tébessa, il livre sa première bataille contre les Français à Shri'a. Il les a esquintés. Ensuite, il va à Tébessa-Ville. Il les a ratiboisés aussi. Et ensuite, il descend à Miskena. C'est tout près. À Miskena, il fait également, il fait un tabac. Il fait un tabac, comme on dit. Napoléon, bien sûr, il appelle son père, il lui envoie un émissaire, une estafette, voilà ce qui se passe, le traité, et ainsi de suite. Et, bon. Son père lui a demandé de rentrer. Et alors là, certaines plumes malsaines et certaines consciences non bonnes. On dit voilà, c'est la traîtrise, c'est l'émir qui continue dans sa traîtrise. Non, l'émir a dit que c'est un travail fractionnel et qu'il fallait se préparer convenablement, toucher l'ensemble des tribus en Algérie. Il avait misé beaucoup plus sur les zawayas, sur les zawayas, parce que c'était les seuls organismes qui étaient organisés pendant ce temps-là. Il est rentré, il lui a dit « Attention mon fils, ne te fais pas prendre ». Parce que son fils avait des secrets, véhiculait les secrets, donc il avait peur que son fils, pendant son arrestation, dise le plan, donne le plan de l'émir Abdelkader. Voilà le véritable problème. En tout cas, il rentre, et l'émir lui dit « On se prépare ». On se prépare parce que l'émir se préparait bien avant, en 1860, quand il a défendu les chrétiens, avec des milliers, avec quelques milliers d'Algériens. Avec des milliers d'Algériens. Donc voilà. Et ces Algériens qui étaient là-bas et qui étaient dans l'armée arabe syrienne, ils étaient prêts à intervenir. Alors donc le fils de l'émir, Mohiuddin, a bel et bien, c'était en janvier, le Bachar Abou Alem, qui en réalité c'est beaucoup plus Cheikh Al-Haddad, parce que Cheikh Al-Haddad c'était lui le responsable, d'une grande confrérie, la confrérie Rahmaniya, qui a incité Al-Muqrani à rentrer avec lui. Voilà. Et donc je redis, j'insiste sur le fait que l'émir Abdelkader n'avait pas baissé les bras. Il avait le côté spirituel. Et puis il y a son fils qui a participé également à la libération du Rif marocain. Oui, ça bien après. Ça bien après. Si nous avons terminé cette étape de son fils Mohiuddin, il y avait l'autre fils d'abord, Ali, qui est parti. Ali qui travaillait aussi, hein, qui formait son équipe, qui formait ça c'est après la mort de l'émir Abdelkader. En 1911, Ali se préparait consciemment, convenablement. Il a commencé par la Tripolitaine. La Tripolitaine, il est rentré en conflit avec les Italiens, bien avant Omar el-Mokhtar. Oui. Bien avant Omar el-Mokhtar. Il s'est comporté comme un héros. Il a été déçu bien sûr, par le comportement des Ottomans, parce que les Ottomans se sont alliés avec les Italiens pour des intérêts, bien sûr, les intérêts de grands pays. Et lui, il a été sommé de rentrer et de terminer et d'arrêter son insurrection contre les Italiens. Son autre frère, en 1914, il prend ses clics et ses claques. Il fait des déclarations qui ont été rapportées par tous les journaux de la Sublime Porte en disant « Moi, je vais en Afrique du Nord, je vais au Maghreb, défendre mon pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Tunisie qui étaient déjà sous protectorat. » Et donc, il est venu, il s'est investi comme roi, je dis bien comme roi de Fès.
il a commencé son combat. Son combat dans le Rif marocain. Là, je pose une question. Tout le monde sait qu'il y a une rue à Alger qui porte le nom de Abdelkrim el-Khattabi. Oui. Voilà, Abdelkrim el-Khattabi. On pose la question à ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils vous disent qu'Abdelkrim el-Khattabi est le héros du Rif. Oui, c'est le héros du Rif. Moi, je dis, oui, je suis content qu'il ait une rue ici à Alger. Qu'il ait une rue à Alger. Je suis content. Parce que c'est un Maghrébin, c'est comme nous. Ouais. Mais est-ce que les gens savent que ce Abdelkrim el-Khattabi n'était que l'adjoint de Abdelmalek? Ouais. Abdelmalek qui était le plus grand officier de l'armée ottomane. Pendant ce temps-là. Il n'était que l'adjoint de Abdelmalek. Et Abdelmalek a combattu pendant 10 ans dans le Rif marocain. Lui était avec lui. D'ailleurs, même son frère Ali était avec lui dans le cadre international, parce qu'il s'occupait de ce combat sur le plan international avec d'autres. Il voyageait, il parlait, il menait la lutte. Bon, le combat diplomatique. Et donc, ce Abdelmalek est tombé en héros, les armes à la main, à côté de Tétouan, en 1924, après 10 ans de combat, et il est enterré aujourd'hui dans une zawiya, Zawiyat al-Zakzak, on l'appelle comme ça, Zawiyat al-Zakzak, à côté de Tétouan. Et de là, Abdelkrim el-Khattabi a pris le relève. Il a combattu pendant 2 ans, il a été fait prisonnier par les Français, il a été déporté à l'île de la Réunion. Voilà le problème. Voilà le problème. Et encore une fois, je suis content qu'il ait une rue ici. Mais en tout cas, notre histoire aurait dû penser un peu à Abdelmalek. Abdelmalek. Hado deux, non, 3. Donc Mouhyiddin, Ali, Abdelmalek, et il y a notre neveu, le petit-fils Saïd. Saïd qui a été pratiquement le chef d'État pendant quelques jours. Ouais. C'est lui qui a annoncé la création de la République arabe de Syrie après le départ des Ottomans en 1918. Et il a même formé un gouvernement provisoire où il y avait 4 Algériens. Il y avait 4 Algériens dans ce gouvernement. Alors, il est resté avec son charisme, il est resté avec sa dignité, il est resté avec sa formation. Et tous les fils de l'émir Abdelkader sont des érudits, sont des savants. Ils ont été à la bonne école. Il y a un autre, je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, Azdin, je m'excuse. Azdin, étudiant en médecine, il allait terminer sa médecine, il fait sa lutte contre les Français en plein Damas. Quand il a été tué en pleine bataille. Et voilà, je l'ai mis dans mon livre. Chaque fois qu'il tirait une cartouche, il criait Tahya al-Jazair, Tahya Souria, Allahu Akbar. Tahya al-Jazair, Tahya Souria, Allahu Akbar. Ces enfants, vous m'avez posé la question tout à l'heure, ils avaient toujours cet amour du pays. Et ils avaient cette projection de revenir dans leur pays. Alors, pour revenir maintenant à la personnalité de l'émir, marquée par cette unanimité concernant le fait qu'il soit un grand humaniste qui a servi toutes les causes. Et l'une des causes, c'était de défendre les chrétiens en 1860. Absolument. Laissez-moi, j'ai sauté sur quelque chose. Oui. Les enfants de l'émir et les petits-enfants de l'émir ont eu une participation, je l'ai dit, mais maintenant je vais le redire, ont eu une participation éloquente, élogieuse, très forte
très présente, je dis bien très présente, pendant la lutte de libération nationale. Ali, il allait recruter dans les camps de prisonniers, les Algériens dans les camps de prisonniers allemands. Il allait recruter des jeunes, enfin des soldats. Il a organisé combien de regroupements de soldats algériens qui étaient chez les Français. Il les a fait déserter. Hein, ils ont déserté les rangs de l'armée française et il les a tous envoyés en Algérie. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais en tout cas, c'est peut-être des détails pour certains. Mais ça a cette symbolique que ces enfants ont beaucoup travaillé pour l'Algérie. L'émir Saïd a fait énormément d'associations. Pas caritatives, en plus. Il a fait des associations de formation, comment dirais-je, de collecte d'armes. Ils ont envoyé des armes en Algérie. Pendant la Révolution, les Algériens qui étaient là-bas, ils ont reçu des djounoud. Ils ont envoyé des Algériens, pas en formation, mais pour guerroyer en Algérie, et ainsi de suite. Donc leur présence était effective. Maintenant, pour ce qui est de cette défense des chrétiens, bien sûr, quand on lui a posé la question à l'émir Abdelkader, Monseigneur Dupuche, qui a remplacé Pavie, l'archevêque Pavie, qui lui a dit: comment se fait-il? On dit que vous êtes l'ennemi des chrétiens, et vous avez défendu les chrétiens. Il leur a dit: non, je n'ai jamais été l'ennemi des chrétiens, mais ce que j'ai fait selon la volonté de l'islam, de notre religion. Et parce qu'il avait aussi cette clairvoyance, et puis une vue très longue sur le devenir des civilisations et de ce contact entre les différentes civilisations. Il avait tout ça, et il avait dans sa tête comment défendre l'humanité. Cette notion de défense de l'humanité. Hein? D'ailleurs, il a été le précurseur des droits de l'homme aux Nations Unies en 1948. Il a été le précurseur. Et c'est ça l'idée. Et la promotion du dialogue. Oui, le dialogue interreligieux, bien sûr. Il a le dialogue interreligieux qui se manifeste ailleurs aussi, qui se manifeste dans le canal de Suez. Mais j'aimerais bien revenir sur cette intervention, parce que qui va marquer les esprits de tous les peuples, c'est-à-dire de 1860. Alors elle marque l'esprit de tous les peuples, effectivement, les peuples, leurs dirigeants se sont manifestés par des congratulations, se sont manifestés par des présents. Par des présents, oui, de grands cadeaux que l'émir a reçus, des lettres, des médailles. Des écrits. Je reviens aux médailles parce que c'est très important. Des écrits. Je ne sais pas. Il y a même je l'avais dit la dernière fois, je pense, mais je le redis maintenant. Il y a même le Parlement hellénique qui a fait une proposition assez bizarre, d'ailleurs pour ce temps-là, mais qui a fait cette proposition enfin, ils ont proposé à l'émir d'être le roi de la Grèce. Voilà. Alors, pour vous dire que ça a marqué le monde entier. Et puis les soldats qui étaient avec lui, des Algériens qui étaient avec lui, ils ont combattu à ses côtés, ils ont combattu avec beaucoup de détermination. Parce qu'eux-mêmes ils étaient déterminés qu'il fallait sauver des vies humaines. Voilà. Les médailles, pour ne pas trop nous appesantir, les médailles.
Alors, et ça, je l'ai entendu il y a longtemps, il y a très longtemps. Quelqu'un qui m'a abordé il y a 4 ou 5 ans, il me dit, mais toi qui défends l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader, il a eu la Légion d'honneur de la France. Donc c'est un harké, c'est un traître. Voilà, tout simplement, un raccourci, mais alors je ne vous dis pas. Bon, mais ça, c'était un monsieur, c'était un petit homme, c'était pas un jeune instruit, c'était pas... Je ne me suis pas tellement imposanté avec lui. Je lui dis, non, bah écoute, tu te trompes, c'est pas... la réalité n'est pas là. Mais quand c'est dit par des grands, je suis obligé de dire, vous qui avez dit qu'il a eu cette médaille de la France, qui dénote et qui parle de cette... Oui, qui raconte cette traîtrise de l'émir. La France n'a pas donné une Légion d'honneur. La France a donné la cravate de Napoléon et le cordon de Napoléon, dont j'ai eu l'insigne honneur de rapporter chez nous en Algérie. Le 3 décembre 2002, je pense, oui. Enfin, si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas, j'ai mes archives. Je les ai ramenés à qui de droit? Au chef de l'État d'alors. Elles sont là, en Algérie. Et je les ai trimballées avec énormément d'effets de l'émir Abdelkader. Nous avons soutiré des soutes, de la soute d'avions, 3 camions de matériel de l'émir, y compris ses effets, y compris ses documents, ses manuscrits, qui sont tous, la plupart sont actuellement exposés au musée de l'armée, à Maqam Shahid. Et puis les gens peuvent les voir. Une année après, comme je le disais, j'ai ramené le fameux éventail qui n'est qu'un chasse-mouche. Voilà. Donc toutes ces médailles, ce n'est pas des médailles françaises? Non, c'est pas des médailles. Écoutez, la Russie a donné sa médaille. L'Angleterre a donné sa médaille. L'Inde a donné sa médaille. L'Inde a donné la médaille. La Grèce a donné sa médaille. Plus un sabre serti de rubis et de diamants. Oui, l'Amérique a donné 2 pistolets en or. La Grèce a donné ses médailles. La Pologne a donné ses médailles. La Hongrie a donné ses médailles. La France a donné ses médailles, son écharpe et son truc. Et j'ai ramené tout ça, voilà. Alors, une autre question. L'inauguration du canal de Suez. Oui. L'émir était l'invité de marque, incontestablement. Absolument. Pourquoi, monsieur Bouchel? Oui. Alors là j'entends dire que l'émir était à Suez. Parce que par amour, parce que les Français, par amour à leur traître, pour le récompenser, ils l'ont invité. Mais c'est pas les Français qui ont invité. C'était le Khediwi qui commandait l'Égypte pendant ce temps-là. Et pourquoi l'émir Abdelkader? Parce que l'émir Abdelkader a été partie intégrante dans cette structure mondiale qui est le canal de Suez. Sans l'émir Abdelkader, le canal de Suez n'aurait jamais été creusé. Ferdinand de Lesseps a commencé par faire le travail. On l'a arrêté. Il s'est arrêté des années. Et l'émir Abdelkader, quand il est venu, il a vu qu'une œuvre pareille pourrait servir énormément le monde arabe. Et le monde en entier. Parce que c'était un isme, il fallait enlever cet isme que la nature a créé et pour permettre cet échange de civilisation, pour permettre cet échange interreligieux, pour permettre quoi encore? Pour permettre cette culture entre les peuples du Sud et du Nord, et aussi les Arabes en tireraient profit par le commerce. Quand les bateaux font tout le détour jusqu'au canal, jusqu'en Afrique du Sud, et puis ça remonte l'océan. Alors là,
Là, c'était une route très facile, hein, une œuvre qui a facilité énormément de rapports entre le monde, entre les différents peuples du monde entier. Alors, il a été invité, c'est vrai que la France lui a envoyé un croiseur. Oui, la France lui a envoyé un croiseur. Et dans ce croiseur, il y avait quoi? Il y avait l'impératrice Eugénie, Madame Napoléon, l'impératrice Eugénie. L'impératrice Eugénie devait accompagner, je ne cherche pas mes mots, je les dis tels que je les ai entendus, tels que je les ai écrits, tels que je les ai repris dans les archives. L'impératrice Eugénie devait accompagner l'émir Abdelkader, la pièce essentielle dans cette belle œuvre qu'est le canal de Suez. Et alors là, pendant l'inauguration, il était à côté des rois, à côté des têtes couronnées du monde entier qui étaient là-bas. Et il était l'invité de marque. L'invité de marque. L'invité de marque. Monsieur Kamel Bouchema, vous écrivez dans la conclusion de votre livre, ce livre consacré à l'émir Abdelkader et les siens, l'ultime étape au Levant, je vous cite, notre histoire doit être corrigée dans les esprits et dans les écrits parce que l'histoire de l'Algérie a été perturbée par l'oubli et l'indifférence. Absolument, oui, absolument. Absolument. Moi, je ne fais que ça. Je ne fais que ça depuis que j'ai quitté le travail politique. Enfin, quoique je fais un peu de politique, bien sûr. Oui. Mais parce que la politique, on ne peut pas s'en détacher comme ça. C'est une maladie qui est ancrée. Mais depuis que j'ai quitté, si vous voulez, les responsabilités, je me suis consacré à ce travail de mémoire. Oui, à ce travail de mémoire que j'ai commencé il y a bien longtemps. Oui, oui. Je n'ai pas fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que lorsque je suis bon chômeur de luxe, j'écris. Non, j'ai écrit depuis longtemps. Et j'ai toujours dit que nous avons un manque dans ce pays. Le manque est le suivant. C'est d'abord la culture. La culture qui doit nous mener vers quoi? Qui doit nous mener vers l'apprentissage de notre histoire. Nous, c'est Hassan. Nous sommes un peuple, nous sommes des faiseurs d'histoire. De grands faiseurs d'histoire. Depuis Massinissa ou Mazel, Inch'Allah. De grands faiseurs d'histoire. Mais nous n'avons pas su faire la promotion de notre histoire. Nous n'avons pas su préserver notre histoire et faire sa promotion. Et les Français, ils avaient un petit vide quelque part. Ils sont partis vers la légende, Jeanne d'Arc. Une voix du ciel, malgré l'église qui était là-bas, l'église aurait pu dire, bon écoutez, les voix du ciel c'est terminé, hein, à part les prophètes qui ont eu ces messages du ciel, il n'y a pas. Bon, Jeanne d'Arc est devenue maintenant une héroïne et tout le monde est d'accord. Et nous avons des faits réels. Nous avons fait une belle histoire. Les gens ne savent pas. Je vous donne un exemple. Bon, voilà, je le cite constamment. Syria, c'est quoi? Vous dites aux bons fumeurs, ils vous disent, non, mais on avait un beau paquet de cigarettes, Syria, c'était des blondes. Alors, Syria, c'est une reine, c'est une dynastie de reines. Cette dynastie a vécu à Borj Mnaïn, du temps de son frère Firmus, est mort dans le combat. Elle est morte dans le combat, une grande héroïne. On lui a donné un paquet de cigarettes. Au lieu d'en faire un film, par exemple, au lieu de parler dans un livre. Bon, moi, si j'avais les éléments, j'aurais pu écrire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Alors donc, on n'a pas préservé notre histoire. On n'a pas promu notre histoire. Tant et si bien que il y a des apprentis sorciers qui viennent comme ça, je ne sais pas, dire du n'importe quoi, jeter l'anathème sur des héros. Alors que l'émir Abdelkader, par exemple, pour revenir à lui, célébré dans tout le monde.
célébré dans tout le monde, y compris par ses ennemis. Vous l'avez bien dit dans votre introduction. Bugeaud, par exemple, il dit jamais, au grand jamais, une grande insurrection contre les Français n'a été que celle de l'émir Abdelkader n'a jamais été aussi bien menée. Voilà, je reprends. Jamais grande insurrection dans le monde et contre les Français n'a été aussi bien menée et exécutée que celle de l'émir Abdelkader. Ça c'est qui? Ça c'est Bugeaud qui a dit ça. Le colonel de Géry, à qui on a attribué la ville, Géryville, Al-Bayad, Géryville. Le colonel de Géry a dit, en envoyant une lettre à son général, il lui dit, il faudrait cacher autant que possible toutes ces bonnes actions de l'émir Abdelkader à nos soldats, parce que s'ils le sauraient, ils combattraient avec moins de conviction. C'est-à-dire ces valeurs humanitaires de l'émir. Justement, M. Kamel Bouchama, peut-être ça sera la dernière question. Est-ce qu'écrire aujourd'hui des livres sur l'émir est une nécessité pour que notre histoire ne soit pas rejetée, ne soit pas escamotée, car cela risque de constituer une atteinte à la souveraineté nationale? Absolument, oui, mais pas uniquement, c'est Hassan, pas uniquement sur l'émir. Aujourd'hui, c'est notre sujet, bien. Oui. On parle de l'émir, mais pas uniquement sur l'émir. Les gens ne savent pas. Il faut commencer à partir des temps anciens, à partir de Massinissa, même un peu loin, et puis venir pas à pas. Moi, j'ai fait des émissions radiophoniques à Radio Culture. J'ai pris cet aspect de Massinissa jusqu'à novembre. C'est une série d'émissions qui sont terminées. Maintenant, je termine d'ici 2 semaines une autre émission qui est sur les savants, les érudits de ce pays, parce qu'il faut dire que ce pays a donné énormément d'érudits, et a donné énormément de savants. Les Français ont dit que nous étions un peuple sans mémoire, un peuple sans mémoire et sans ambition, et sans rien du tout. Voilà, nous étions rien du tout, c'est-à-dire des analphabètes. Alors moi, j'ai répondu en allant fouiller dans la mémoire collective de ce peuple, dans l'histoire, et j'ai trouvé tout ça. Alors, pour revenir à votre question, il faut écrire autant de livres que nous pouvons. Mais surtout, il faudrait qu'il y ait, et là je le dis bien sûr, et j'ai le droit de le dire, en tant que citoyen de ce pays, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Une volonté politique pour commencer à écrire l'histoire par des mains propres et des consciences conscientes qui puissent nous donner la quintessence de ce grand combat qu'a mené le peuple. Moi, j'étais témoin un certain moment, on devait faire le film sur l'émir Abdelkader. Et puis ça... c'est peut-être pas l'occasion d'en parler parce que nous n'avons pas le temps d'une part. De l'autre part, ça nous amène à énormément de questionnements, dont j'ai les réponses. Peut-être qu'un jour on pourra se voir on pourra faire une autre émission pour parler de cet aspect. Mais en tout cas, si le film n'a pas été fait, c'est parce que on manquait de volonté politique. Mais Lyoum, aujourd'hui, l'école algérienne doit enseigner à ses enfants, à nos enfants tous, c'est-à-dire doit enseigner pour demain notre histoire. Parce que aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas l'histoire, et c'est de notre faute. Demain, ils ne la connaîtront pas. Je sais qu'il y a des égocentrismes, il y a des difficultés, parce que les gens sont encore vivants, parce que quand on parle de l'histoire aujourd'hui dans notre pays, on pense directement... Notre regard se fixe sur la révolution de 54-62. Non, c'est une période de notre histoire. Il y a eu des hauts et des bas, c'est vrai, mais c'est une période de notre histoire qui a donné la valeur, qui a donné la détermination, qui a redonné la souveraineté à ce peuple, un peuple héroïque,
héroïque. Et il faudrait perpétuer son héroïsme à travers l'histoire. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Kamal Bouchama. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est-à-dire que moi, vous savez, dans ces émissions, j'en sors toujours un peu frustré parce que j'ai pas eu l'occasion de tout dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Mais enfin, alhamdoulilah, ce que nous avons dit pourrait servir, quelques éclaircissements, ça pourrait servir. Voilà, encore une fois, merci. Je tiens à remercier également toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.